Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot. Présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Bonsoir, ce soir dans Star Foot, c'est fini pour l'OM qui est 7ème de Ligue 1, pas de Champions League la saison prochaine. On parlera de la rupture aussi qui semble totale entre le club et Mason Greenwood, ou encore du rêve brisé d'Habib Beye dont le départ en fin de saison ne fait trop guère de doute. On aura aussi le jeu et le coup de cœur d'Amar. Vous êtes prêts, Star Foot, c'est parti. Tous les lundis à 19h sur Radio Star. C'est Star Foot. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Star Foot. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, il est habillé tout en noir. On dirait qu'il est dépressif. Comment ça va, Amar ? Écoute, comme tous les Marseillais, je suis comme le temps qu'il a fait aujourd'hui. Je suis pas bien. C'est pas au top. Non, je suis pas bien. Je suis un petit peu dépité. D'accord. Voilà, donc. Mais ça va aller, Amar. On va finir 4ème. Il va pleurer. On va essayer d'y aller. Toi, commence pas à me chercher. Non, t'inquiète. Avec nous, Jean-Yves Capasso. Ça va, Jean-Yves ? Ça va. Et toi, Émilie, en forme ? Très bien, très en forme. La boule à zéro ce soir. Ouais, sur la boule à zéro. Je suis sur un projet là. T'es sur un projet. Projet Le Bœuf. Je suis sur un projet. Je croyais que tu nous faisais une imitation de Marc Libra. Ça va, Marc ? Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Non, mais ça va, je suis bien, moi, les cheveux courts, ça va. Heureusement, tu n'es pas là, vous avez fait 2 crânes d'œuf. Allez, il vaut mieux rire, puisque l'OM a perdu, il a tout perdu même, je crois, face à Nantes samedi. En 10 minutes, les Marseillais se sont pris 3 buts. La Ligue des Champions, c'est mort, on est 7ème. On peut éventuellement finir 4ème. Moi, j'y crois moyen. Amar, ne me dis pas que tu y crois. Non, je crois plus en rien là. Sincèrement, même quand tu as l'occasion de pouvoir de pouvoir rebondir et de te dire je vais essayer de faire quelque chose et ils sont même pas conditionnés quoi. C'est ça. Ils sont rentrés sur le terrain, voilà, ils avaient pas envie, il y avait rien du tout. Ils nous ont rien proposé, aucune réaction. J'ai même pas envie de parler du match parce que c'était un non-match et ça me dégoûte et je suis vraiment dégoûté quoi. Voilà, vraiment. C'est vrai qu'il y avait aucune envie, Marc, de la part des joueurs de l'OM. Oui, c'est assez flagrant. Il y a quelques semaines, moi, je pensais vraiment qu'il y avait un espoir. Je pensais vraiment que ce qui s'est passé tout au long de la saison pouvait les perturber. Bon, on a bien vu que depuis quelques rencontres, ils y sont plus, ils ont plus envie. Mathis Sabline qui marque un but, c'est-à-dire qu'il rentre entre 4 joueurs. On voit bien que les joueurs lèvent les pieds, ne le touchent pas, le laissent passer. C'est assez hallucinant, c'est-à-dire que même s'il y a déjà 2-0, au moins fait un croc en jambe, pousse-le. Non, c'est voilà. Après, Habib veut faire des choix, on veut changer de gardien, on veut sortir des joueurs, ça part dans tous les sens. C'est une tristesse absolue pour l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai quitté les yeux de la télé pendant 10 minutes, je suis revenu, il y avait 3-0. J'ai presque fait comme toi, c'est mon fils qui m'a dit « Papa, il y a déjà 2-0 ». Je dis « c'est bien ». Je suis retourné 3-0. Mais ouais, le but de Ablin, pour moi, c'est un scandale. Il passe entre 4 joueurs, il le regarde, il lève tous les bras. Ce même Medina qui nous faisait une course suprême dans son interview, qu'il fallait soulever tout le monde. À part, je vais rester poli. Mais franchement, quand je vois ça, un mec comme Højbjerg qu'on a essayé de défendre il y a 2-3 semaines, quand je le vois jouer, je suis désolé, mais ça a pas le niveau actuellement. Greenwood, c'est pareil, il courait pas beaucoup jusqu'à maintenant, mais il marquait des buts, il nous faisait gagner des matchs. Quand il met plus de buts, ça se voit qu'il court un peu moins, qu'il fait un peu moins d'efforts, qu'il est un peu en dedans. Mais bon, voilà, c'était prévisible qu'on finisse cette saison en queue de poisson. Et malheureusement, la belle histoire qui était promise à Habib Beye, elle vire au fiasco complet. Ouais, ça on le verra tout à l'heure. Là, je vous sens très pessimiste, mais attention, heureusement, à partir de ce soir, mise au vert à la commanderie. Ouais, mais ça y est, ça aussi, il faut arrêter, c'est bon. Non, écoute, après il faut bien qu'il travaille aussi. Donc il faut bien qu'il fasse quelque chose. Tu penses que vraiment, les coupants de leur famille, tu vois ce que je veux te dire, les mecs, ils ont déjà plus envie, ils ont déjà la tête dans les chaussettes. En leur inculquant des mises au vert tous les 2 jours, on le voit bien que ça sert à rien, que les mecs ne croient plus en rien. En tout cas, il faut qu'ils fassent quelque chose et ils vont le faire. Après, il n'y a plus rien à faire. Non, mais on va pas baisser les bras comme ça. Je parle pour eux. Tu viens de perdre 3-0, tout est foutu et tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut se remettre au travail, peu importe ce qu'il advienne. C'est comme ça. Ils sont payés pour ça et ils ont intérêt de se bouger. Mise au vert, je suis pour. Et s'ils veulent faire autre chose, je suis pour. En tout cas, il faut travailler. Marc, est-ce que cette énième mise au vert te paraît judicieuse ?
Vu les derniers résultats, non. Vu les joueurs, le niveau de leur implication me fait croire qu'on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème, on les met au vert. Mais après, si sur le terrain, le samedi d'après, le dimanche d'après, ils n'ont pas envie de courir et pas faire les efforts parce que j'aime pas être méchant. Mais là, la plupart des joueurs n'ont plus envie, quoi. Ils sont rien à foutre. Ils ont lâché. Je veux dire même pas plus rien à foutre. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'essence dans le moteur, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus rien qui les intéresse. C'est fou. Et quand on fait ce genre de prestations, c'est hallucinant de voir ça. On rencontrait quand même l'équipe de Nantes qui n'arrive pas à gagner un match. Ben c'est très compliqué, quoi. C'est l'entraîneur est dans la tribune. Bon, ils sont un peu, ils les ont bougés en 8 minutes. Ils les ont bougés et on n'a rien vu. On n'a rien vu. Alors Greenwood, oui, il marche, mais on le savait qu'il marchait, mais il n'y a plus rien. Il y a plus rien. Donc là, c'est le tempérament des uns et des autres qui peut faire on met au vert. Va au vert. De toute façon, c'est même pas leur travail parce que le travail en fin de saison, il n'a plus à faire du travail. Le travail, on le fait en début de saison. Malheureusement, maintenant, les mettre au vert. Ok, c'est très bien. On va les faire travailler. On nous raconte très bien, mais pourquoi faire? Merci Marc, merci les garçons, bougez pas. Dans le prochain quart d'heure, on va continuer avec cette défaite à Nantes 3-0. On parlera aussi de la rupture totale avec Mason Greenwood ou encore du rêve brisé d'Abby Bay. Star Foot sur Radio Star. On se retrouve sur Radio Star pour Star Foot. Merci de nous rejoindre. On est ensemble avec Amar, Marc Libra, Jean-Yves Capasso. On est avec vous jusqu'à 20h. Et on continue avec cette défaite 3-0 face à Nantes. On l'a dit, personne n'avait envie sur le terrain. Abby Bay ne sait plus comment faire de son propre aveu. À la fin, je l'ai vu totalement désemparé, Jean-Yves. Ça fait quelques matchs qu'il est désemparé, le pauvre. Même nous, on comprend pas ce qu'il veut forcément mettre en place. À part quand Péchao est rentré où il a amené un peu de danger, un peu de créativité, mais c'est le seul. Après moi, ça me fait de la peine pour Bay parce que je suis monté dans son train, comme j'ai dit, mais force est de constater que c'est un échec cuisant et malheureusement pour lui, je pense qu'il pouvait pas refuser la proposition de l'OM au moment où elle est tombée. Mais il y a des opportunités qui arrivent qu'une fois, mais ça va être compliqué. Ouais, on reviendra là-dessus tout à l'heure dans la prochaine partie. Amar, selon toi, moi j'arrive pas à savoir non plus quand la saison de l'OM a-t-elle basculé. Est-ce que c'est après le trophée des champions? Est-ce que c'est un petit peu plus tard? C'est en janvier. En janvier, ça commençait un petit peu à décliner dans le jeu. Un petit peu, on l'a senti. Mais moi, j'aurais aimé que De Zerbi reste jusqu'à la fin. J'étais peut-être le seul à le défendre ici. Donc j'aurais aimé qu'il finisse son travail, même si à la fin ça allait moins bien, puisque l'année dernière il nous a prouvé que sur les derniers matchs il avait relevé la tête, il avait fait une belle remontada et on avait terminé à se qualifier pour la Ligue des Champions en terminant deuxième. Donc moi j'aurais aimé rester, même si ça allait mal, même s'il y avait un trou, j'aurais aimé le forcer à De Zerbi à rester pour qu'on puisse rester au moins la tête haute comme ça, parce que là en fait on est catastrophé, les joueurs n'y croient plus, on le voit finalement. Finalement, c'est plus psychologique qu'autre chose parce que, comme on le disait la dernière fois, il y a de la qualité dans cette équipe, mais le problème, c'est qu'il y a moins d'envie et moins d'efficacité. Donc pour toi, le départ de Roberto De Zerbi, c'est une erreur? C'est la plus grosse erreur qu'on ait faite cette saison, c'est celle-là. On en a fait pas mal, mais celle-là et les propos de Benassia dernièrement qui n'ont pas motivé le groupe, ça aussi, je l'ai à travers la gorge aussi. Marc, est-ce que pour toi, c'était une erreur, le départ de Zerbi? Je sais pas si c'est une erreur, mais tu appuies sur un point important. Tu parles de ce trophée des champions où on fait 2-2. On est début janvier, on est le 8 janvier, le championnat a repris, on voit plein de promesses puisque l'OM a été très bon, ils perdent au pénalty. Ouais. Par contre, derrière, c'est là où moi ça commence à aller mal parce qu'après derrière, on se fait trier par Liverpool qui est pas très bien, on pense qu'on va les battre, on en prend 3 et surtout il y a Bruges qui arrive. Et quand il y a Bruges qui arrive, on en prend 3 là-bas et surtout on sait comment on sort de la Ligue des Champions et juste quelques semaines après, on en prend 5 au PSG, c'était début février, c'est-à-dire qu'un mois après, l'écart était abyssal entre les... C'est-à-dire que 8 janvier et PSG, c'était début 8 février, un mois d'écart. Il y a eu le match contre Nantes aussi au Vélodrome, juste avant le Classico koweïtais. Tu as raison. On est passé complètement au travers. Mais à ce moment-là, pour moi, De Zerbi, il peut plus rester à l'OM parce que l'échec de Bruges, ça devient terrible. En plus, on se fait la risée parce que c'est le goal de Benfica qui met un coup de tête qui nous élimine. Trop, on n'est pas éliminé dans cette histoire. Enfin bon, on a eu, et à partir de là, c'est compliqué. Donc, pour moi, De Zerbi, pas De Zerbi. Je l'ai dit aussi tout au long de la saison, il s'est passé des choses complètement ubuesques, mais ça va avec Marseille. Il faut le savoir. Faut pas être étonné. C'est Marseille. Ouais, mais bon, c'est fatigant quand même. Moi, je le dis à chaque fois, est-ce qu'il aurait pas mieux valu garder Pancho jusqu'à la fin, quoi?
Non. Moi, je vais aller encore plus loin. Dès le début où on s'est tiré une balle dans le pied, c'est à la première journée. On peut dire ce qu'on veut, on en revient toujours. Ah, tu vas nous parler de Rabiot, ça y est. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Enfin, pour moi, hein, je suis désolé. Ça veut dire que si, sur ce match-là, Rabiot, il marque la frappe qu'il fait sur le poteau. Mm-hmm. Comment ils vont... Moi, je me demande comment ils auraient géré ce cas-là, de se dire comment ils auraient déclenché le truc pour vendre Rabiot au dernier moment du mercato, tu vois. Parce que ça a été une excuse pour le faire partir et récupérer des fonds. Ouais, mais il y a des choses qu'on maîtrise pas. Oui, mais tu maîtrises pas. Mais la première erreur de la... Non, mais la première erreur, elle est là pour moi. Quand tu te sépares de Rabiot, tu envoies un mauvais signal, parce que tu te sépares du centre, du projet, du mec qui veut gagner, qui est là pour gagner. Tu vois ce que je veux te dire ? Il faut se la farcir sa mère. Non, mais ça, il faut est-ce que tu peux vraiment objectivement construire un projet qu'autour d'un seul mec ? Tu peux pas. Bah, il te faut des piliers. Oui, mais bon, pas qu'un. Oui, mais t'en avais d'autres. Mais peut-être que... Puis après, tu fais venir Pavard, soi-disant. Oui, mais peut-être que Højbjerg, il était peut-être meilleur quand il y avait Rabiot. Peut-être que Greenwood il était meilleur avec Rabiot aussi, parce que on s'est tous trompés sur Pavard. Parce que Rabiot rend peut-être les autres meilleurs aussi. Tu vois, il y a des joueurs comme ça qui permettent aux autres d'élever leur niveau. Et on a pris des joueurs, force de constater encore une fois, avec les sous qu'on a récupérés de Rabiot, c'est pareil, c'est un échec total. C'est échec sur échec en fait. Tu pouvais pas t'attendre à ce que Pavard ne soit pas aussi bon quand même. Non, voilà, on pouvait pas s'attendre aussi à Højbjerg que son niveau descende aussi, parce que c'est aussi un moteur pour l'équipe, Højbjerg, logiquement. C'est l'international, joueur de qualité qui a joué dans un grand club. Voilà. Merci messieurs, restez avec nous sur Radio Star après la pub. On va parler d'Abi Bey, lui qui rêvait de venir entraîner son club de cœur. Le rêve se transforme en cauchemar. À tout de suite sur Radio Star. Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot. Star Foot. Présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Vous êtes toujours sur Radio Star pour Star Foot avec Amar, Jean-Yves Capasso et l'ancien joueur de l'OM Marc Libra. On va maintenant parler d'Abi Bey, arrivé sur le banc de l'OM après son licenciement de Rennes pour remplacer Roberto De Zerbi. Eh bien, il risque de ne pas rester à Marseille et pour cause, non seulement le club a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France, mais surtout la place qualificative pour la Ligue des Champions. C'est fini. Aujourd'hui, on est 7e. C'est le pire démarrage pour un entraîneur de l'OM depuis 1984. Et quelque part, moi, ça me fait de la peine parce que quand même, c'était son rêve et il n'arrive pas dans un contexte qui lui est favorable, Marc. Quand il a signé, nous étions tous les trois ensemble sur ce plateau, on avait discuté, je vous avais dit j'espère qu'ils le font venir et qu'ils vont pas lui en tenir rigueur s'il se fait éliminer par Toulouse et s'il n'arrive pas à qualifier le club en Ligue des Champions. J'aurais aimé, mais malheureusement non. Donc en fait il est arrivé, il a pris des risques, le timing certes il est pas bon, c'était son rêve certes, mais le timing n'était pas bon, l'ami de Benatia, on voit les premières pages quand il signe, il est très proche de Benatia quelques jours après doit partir, mais rester. Bon, le contexte était difficile, c'est une erreur de timing pour lui. Mais là, est-ce qu'il va partir ou pas ? Je sais pas, parce que quand on voit les stats, ils te sortent une stat comme ça de 1984, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait ? On s'en fiche en fait, ça veut dire quoi ? Et alors, le contexte c'est quoi ? Ben c'est ça aujourd'hui. Mais ça me fait de la peine pour lui parce que il aurait aimé, et j'aurais aimé le voir dans d'autres conditions. Ben malheureusement, à Marseille, on laisse pas le temps, mais peut-être aussi qu'il le savait dès le départ. Après, à sa décharge, c'est pas des joueurs qu'il a choisis. Il y a un contexte de crise aussi avec le départ de Longoria, Benatia qui vient, qui reste, qui vient, on sait pas où il va. Pas facile, Jean-Yves. Moi, au-delà de la stat de 1984 ou quoi, c'est surtout le terrain, quoi. Même qu'il n'ait pas choisi les joueurs, il a quand même un effectif qui est assez conséquent à disposition. Tu vois, Marc, et il nous a parlé de verticalité, il nous a vendu un peu tous ces trucs-là quand il était consultant. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi, je vois rien de tout ça, en fait. Je vois aucune envie, je vois aucune abnégation, aucun fond de jeu, aucune identité, aucun caractère. Donc moi aussi, ça me fait de la peine parce que j'ai toujours cru en lui et peut-être qu'il a signé à l'OM parce qu'il y a des opportunités, comme je disais tout à l'heure, qui se présentent qu'une fois dans une carrière et il s'est peut-être dit je prends le train aujourd'hui parce qu'il repassera peut-être jamais pour entraîner l'OM. Donc voilà, c'est acquis tout double. Mais aujourd'hui voilà, moi ça me fait de la peine pour lui, mais c'est comme ça, c'est la dure loi du football. Peut-être que c'était un peu trop tôt, Amar. Ouais, non, en tout cas, c'était trop tôt. Comme je disais, quand il est arrivé, j'ai dit, si je suis l'OM, oui, je le fais signer, pas de souci, mais si je suis Bey, je viens pas. Je viens pas à ce moment-là, en tout cas. Parce que c'était très délicat, justement, un effectif qui choisit pas, même si les conséquences, c'est pas lui qui le choisit. Un effectif malade, on le savait, les têtes étaient malades. Ouais. Donc c'est compliqué. C'est sûr que son challenge-là qu'il a proposé, il est raté, il est complètement loupé. Et ça, pour maintenant, pour qu'il le fasse signer pour l'année prochaine, je pense que ça va être compliqué parce que derrière, il y a aussi les supporters qui râlent.
Personne ne veut continuer avec Bay parce qu'on a l'impression que c'est pas le bonhomme qu'il faut. Alors que moi, j'en suis persuadé. Mais bon, après ça, c'est autre chose. Je pense qu'il fallait un Zoro, comme tous les clubs font, comme des Duprat, tu vois, tous ces mecs-là. Il fallait un mec qui amène que de la combativité au final. Qui réveille un peu les esprits, qui motive les troupes, qui les conditionne, comme on dit. Et ça, c'était pas facile à trouver. L'OM aussi voulait chercher quelqu'un qui ressemble au club. Et il a tellement été un joueur important pour Marseille. Et il défend tout le temps l'OM dans les médias que de le prendre, pour eux, c'était un petit peu logique. Et pour nous, quand il est arrivé, on était contents parce qu'on l'aime bien, le bonhomme. C'est vrai que comme tu l'as dit, ça aurait été intelligent qu'ils disent non un petit peu, à l'instar de Christophe Galtier qui à l'époque ne voulait pas entraîner l'OM. Je sais pas quelles étaient les raisons à lui, mais moi j'avais trouvé ça déjà très intelligent à l'époque. Ils n'ont pas la même carrière derrière eux. Galtier déjà champion de France, il a un sacré passé en tant qu'entraîneur. Comme je t'ai dit, il sort du Red Star combien il a fait, 1 an à Rennes, même pas 8-10 mois. Donc il s'est peut-être dit, c'est le train de l'OM, c'est peut-être la seule fois qu'il va passer. Galtier... Après le Red Star, il s'était proposé à l'OM. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais Galtier, il sait très bien que le train de l'OM, il va repasser à un moment donné. Peut-être qu'il repassera pour Habib Beye dans 10 ou 15 ans. Oui, peut-être, mais pas de suite. Tu vois, donc elle est là la différence, je pense, entre Galtier, qui peut se permettre de refuser un challenge comme l'OM à ce moment précis, que Beye peut pas forcément. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont refusé l'OM. Ils ont refusé l'OM, mais parce qu'ils voulaient les mêmes conditions que Deschamps a eu, par exemple, quand il a été champion. Deschamps a tout demandé, on lui a tout donné. Les entraîneurs, quand ils viennent, on dit bon, tu viens, mais par contre, il y a pas beaucoup de monnaie, il y a pas beaucoup de joueurs. Et les mecs, ils ont peur de perdre ici, parce que quand tu perds ici, c'est comme si c'est pire qu'ailleurs, quoi. Ici, il vaut mieux gagner, quoi. Deschamps qui ne reviendra pas, il a balancé en équipe en conférence de presse, il a dit je ne reviendrai pas à l'OM. Voilà, au moins c'est clair. Tous les lundis à 19h, Star Foot avec Émilie Fargier sur Radio Star. Star Foot, ça continue sur Radio Star. On est ensemble encore pour 30 minutes avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. On va maintenant parler de Mason Greenwood. Sous contrat jusqu'en 2029, il semble se diriger vers un départ 2 ans seulement après son arrivée. Là, je pense que le départ... Pourquoi tu embêtes, Amar ? Parce que Jean-Yves, calme-toi. Le départ de Mason Greenwood nous paraît inéluctable, mon petit Jean-Yves. Ouais, mais je pense qu'on aurait peut-être pu mieux le vendre s'il avait mieux fini. Mais ouais, quand je le vois, moi ça me fait mal au cœur je le critique pas, parce que si l'année dernière on finit 2e, c'est en partie grâce à lui. Si cette année on fait une bonne partie de la saison dans les 3 premiers, c'est aussi grâce à lui pour moi. Mais voilà, ça fait 7 matchs, je crois qu'il a pas marqué. Donc 8 rencontres, ouais, c'était le 7 mars dernier face à Toulouse. Et c'est surtout dans son attitude corporelle qui lui fait défaut, enfin qui lui faisait déjà défaut, parce qu'on voit qu'il est nonchalant, mais il marquait, il était décisif. Ben là, le problème, c'est qu'il est plus décisif, et on voit qu'il est... moi, je pense qu'il est touché mentalement. Après, est-ce que les rumeurs avec Benassia, les trucs, est-ce qu'elles sont réelles ? Je sais pas, j'en ai pas les infos, mais ouais, c'est compliqué. De toute façon, sans qualification pour la Ligue des Champions, ça me paraissait un peu plié, Marc. Ouais, mais surtout, c'est quand même encore un jeune joueur qui a un potentiel stratosphérique. On l'a vu cette saison, le saison passé, il est capable de faire la différence à lui tout seul. Les clubs aujourd'hui, que ce soit les clubs italiens, les clubs espagnols qui veulent le récupérer, ils sont pas fous, hein. Ils vont pas se référer au comportement et ce qu'on vit à Marseille. Ils savent très bien que Marseille, c'est à part. Donc, ils voient son talent pur, ils voient ce qu'ils sont capables de faire, et puis après, c'est à eux, avec un entraîneur ou un directeur sportif, de dire, on va le bouger. C'est-à-dire que maintenant, il va faire les efforts, il va faire ceci, il va faire cela. Il le fait ou il le fait pas. Mais aujourd'hui, Mason Greenwood, qu'on le veut du nom, il faut qu'il parte, parce que c'est la seule valeur marchande de l'OM aujourd'hui. Parce que là, on vend qui aujourd'hui ? Oh, mais il n'est pas là. Greenwood, ok, problème avec Benatia, mais pas de problème, ça arrive. Moi, je me suis embrouillé avec tout le monde dans les clubs. C'est normal, il n'y a pas de problème. On ne peut pas être heureux avec tout le monde. 30, 40 mecs. C'est normal. Mais là, aujourd'hui, si Greenwood ne part pas, on fait quoi ? Où ils vont trouver de l'argent ? Il n'y a pas de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc Greenwood, il faut dire merci petit Jésus, il a été bon, il est moins bon, mais il faut arrêter de le tailler, parce que dans pas longtemps, il faut qu'on le vende. Et s'il ne marque pas, si on n'arrive pas à le mettre en situation... peut-être qu'on n'aura pas les 50, 60 ou 70 millions comme ils espèrent aujourd'hui. Parce que les clubs, ils sont pas fous non plus. Hein. Ouais. Donc, attention à ce genre de choses. Parce que là, tout le monde y tape dessus. Mais bon, le mec, on suit, nous tous, Émilie, toi aussi, tu suis le foot, tu vois bien que le talent, il est là. Il est là de Greenwood. Maintenant, il va falloir pouvoir le vendre, et bien, pour récupérer un peu d'argent. Amar. Moi, je pense que c'est un joueur de très grande qualité. Il a besoin d'un nouveau challenge. Pas oublier qu'il est très jeune. Il n'a pas fait beaucoup de clubs. Hein. Il a été formé à Manchester United. Un prêt à Getafe.
avec tous ses problèmes extrasportifs, c'est compliqué pour lui après de retourner en Angleterre, parce qu'à mon avis, c'est ce qu'il a envie, c'est le plus beau championnat du monde. Hein. Mais le souci, voilà, c'est que nous, je pense qu'il a tout donné chez nous. Il a tout donné ce qu'il fallait donner, et je pense que là, il est sur une phase un petit peu descendante, et l'année prochaine, il faut qu'il voie autre chose, et il faut en profiter, il faut en tirer le meilleur, c'est-à-dire ce qui coûte. Donc, il doit coûter 100 millions, ce petit. Alors nous, on l'a vraiment. acheté 30 millions d'euros et j'ai lu dans la presse que le PSG serait prêt à lâcher 100 millions pour l'avoir. Est-ce que vous pensez qu'il peut nous trahir, entre guillemets, Non, et mais partir qu'il le au fasse. PSG? Non, mais qu'il le fasse, Ouais, c'est je pas pense. grave. Ouais. Ouais, mais même Ah qu'il non. le fasse, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave pour lui, Non, c'est mais sûr. moi, je pense qu'il veut aller Non, voir. mais pour nous. Je pense qu'il veut soit rentrer en Angleterre, soit aller voir l'étranger. J'ai vu qu'il y avait la Marc, il est Juve, bien parti en Écosse. Il la peut Juve, partir à- l'Atlético. Enfin, ouais, non, il aura pas mal de choix. De toute façon, hein, les clubs le savent. Hein, c'est, comme il a dit Marc, il a 23 ans, je crois, 24 ans. 24 ans, ouais. 24 ans, voilà, c'est encore. Ça reste quand même un phénomène, entre guillemets. Donc les gros clubs seront là après, voilà, avoir le prix. Ouais. Marc, tu le vois signer au PSG. Est-ce que tu aurais été prêt à signer au PSG, Marc? De ma génération, non, c'est impossible. C'est impossible, tu serais mort là. Voilà, l'éducation que j'ai eue footballistique ne fonctionne pas avec Paris, voilà. Ouais. Et ça marche encore aujourd'hui pour moi. Maintenant, on est bien d'accord, on vit notre vie. Mais si après Mason Greenwood, Paris met 100 millions, je vais à la gare de Lyon en scooter, je vais le récupérer. Ah, je vais bien sûr. au Paris des Princes hein, pour la présentation. Hein. Je le chale. Vous avez vu, 100 millions. Mais, Charles le sans casque, par contre. Ben oui, mais sans casque, pour arrière, les amis, je le mets même. Émilie, c'est énorme. Si, il récupère, oui. Ah oui, c'est moi, énorme. Je pense entre 50, 60, 70 millions. Je dis pas que c'est Paris, mais ça peut tourner. Si aujourd'hui ils le vendent 100 millions, eh ben, il faut qu'il parte tout de suite, parce qu'il n'y a pas d'argent, l'OM. Hein. Ah ouais. Ouais. Il serait possible qu'il nous fasse mal l'année Et prochaine. nous, on achète le pôle. Bon, de toute façon, on a l'habitude. Hein. De 19h à 20h, C'est Star Foot Star Foot. sur Radio Star. C'est la suite de Star Foot sur Radio Star avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. C'est l'heure du petit jeu du soir, un quiz sur l'OM. Vous pouvez répondre cash, vous aurez 2 points. Demandez les propositions, ce sera 1 point seulement. Je vous ai fait une question cadeau à chacun parce que je sais que vous êtes... Ah ouais, cadeau. Parfois Quoi, vous cadeau n'êtes pas doué. Non, on n'est pas bon. Question facile. Commence par Tout Jean-Yves. de suite. On va commencer par Jean-Yves. Ouais, Allez, on y va. c'est de la peine. Quel joueur a été le plus jeune à porter le maillot de l'OM en Ligue 1? Est-ce que tu veux 3 propositions? Je vais dire Samir Nasri. Eh non, c'était Boutauba. C'est Ah. ça. Eh oui. Le petit Genre, tu l'avais, Boutouba. toi. Eh bien Eh oui, sûr, il j'avais le l'avait, petit il Boutouba. l'avait. ça va, je l'ai l'avait. oublié, Boutouba. Il a fait ouais. 2 matchs, il a fait. Prends des c'est ça. risques, Jean-Yves, ce soir. 16 ans, il avait, non J'hésitais Ouais, avec il est- Max. Ouais, non. 16 ans et 3 jours, il avait. Bah, mes 3 propositions, c'était Nasri, Lopez ou Boutauba. Ouais, bah, j'aurais pas dit. Ah, ouais, Ouais, voilà. peut-être, quoique. Bon, bref. Jean-Yves, cite-moi 3 joueurs passés par l'OM et par Nantes. Ça, c'est une question à 2 points. Rongier, Deschamps, Desailly. Elle est parfaite, Ah, tu vois, non, 2 là, points. là, ça- J'ai dit Verretou. qu'il y avait une question facile chacun. Verretou. Commence pas. C'est bon, on a dit 3, ça va. En 86, quand il rachète le club, combien Bernard Tapie le paye-t-il? Ah, donne-moi les propositions. 30 millions, 40 millions ou 1 franc symbolique? Pourquoi tu rigoles? Parce que j'attends ta Je vais réponse. dire une connerie. Je vais dire un franc symbolique. Eh oui, c'était ça, 1 franc ouais. symbolique. 3 points, Jean-Yves. Alors, Marc ou Amar? C'est moins qu'un euro. Hein. Bah, comme tu veux. Allez, Marc. Marc, allez. Allez, on y va. Quel est le plus large score d'une victoire de l'OM, toutes compétitions confondues? Dans l'histoire de l'OM, Ouais, toutes compétitions confondues. Est-ce que tu veux les propositions? Ah ouais, c'est pas facile quand même. ah ouais, vas-y. 8-2, 9-0 ou 7-1? 9-0. 9-0, c'était face à Bourg-en-Bresse en Coupe dire de que tu l'avais? France. Oui, tu l'avais. Il l'avait, nous fait ouais. 9 depuis Ouais, tout à il me l'heure. fait 19, il me disait. 1 point pour Marc. Et 2 pour moi, non? Ça, c'est la question cadeau, je pense pour toi, pour ta génération. Quel joueur légendaire m'était surnommé l'Ange Vert? J'ai pas compris. De quelle génération? De la tienne. Non, pas de la tienne. T'es assez vieux pour savoir quel joueur était surnommé l'Ange Vert. Ben, c'est à Saint-Etienne, c'est Rocheteau. Ouais. Oui. Ah oui, Bravo. Je croyais que c'était C'est la Hulk, question moi. facile, Je celle-là. cherchais sur l'OM, moi. Non, mais je fais des petits pièges parfois. Ouais, mais c'est bien. Non, mais de parler Saint-Etienne, ça fait oui. du Bah, bien. après, dans les propositions, il y avait Shrek, Hulk et Rocheteau. Non. Donc, c'est pas compliqué. Un petit peu plus dur ou pas. En 98, l'équipe de France est championne du monde de foot. 2 joueurs portent alors le maillot de l'OM. Ouais, mais ils sont, alors donc, en 98, Ouais. donc il y a Dugarry Oui. et Fabien Barthez. Non, Fabien est parti. Non, Non. c'est Laurent. Mais laisse-le Il a réfléchir. perdu.
Non, Oui, c'est vrai, il a perdu. Ah non, j'ai pas perdu. T'as dit Dugarry, mais après t'as dit Barthez. Ah ouais. Dugarry, après j'en ai un autre. Ah, dis-nous. Laurent Blanc. Il a dit. Ouais, c'est ça. Non. Il y avait Franck Leboeuf aussi. J'ai pas triché, promis. C'était que Non, deux, le Amar. bœuf, c'est après. Il était que deux. Franck Leboeuf, il est pas champion du monde 98? Mais c'est en 2001, le Mais bœuf, il était pas à finalement. l'OM. 2000, un truc comme Ah ça. ouais, c'est vrai. Eh oui. Allez, Amar. Oui, je t'écoute. Question à 2 points, direct. Cite-moi 3 Pascal qui sont passés par l'OM. Pascal Olmeta, Pascal Nouma, il a pas joué à l'OM, non? Oui. Oui, Nouma et Pascal. Il m'énerve. On passe par un J, peut-être. Pascal Jurietti. Non. Il s'appelle Franck Jurietti. Ouais, c'est vrai. Mais C'est trop, ok. C'est trop. je sais pas. Johansen. Il y avait Johansen. Fugier, il y avait Biles. Ah ouais. Oh là là. Tiens, il te soufflait en plus. Hein. Non, mais je ne supporte pas nul, ça. il est super Tu vois, nul. ça, je ne supporte pas. Allez. À l'école, ils me le faisaient tous. Habib Bey réalise le pire départ depuis 1984. Qui était l'entraîneur qui avait ce record avant lui? Il y a 84. Mhm. Donc ça devait être juste avant Banid, juste avant. Que tu veux les propositions? Oui, donne-moi les propositions. Albert Raymond, Louis Miro ou Roland Gransart? Albert Raymond. Roland Gransart. Ah. Les minots. Ouais, Eh oui. j'ai hésité. Et en quelle année Franck McCourt a racheté officiellement l'OM? Franck Mancourt, il a acheté l'OM en 2017. Non, 2016, il va fêter ses 10 ans. Alors moi, j'ai pas eu de La questions boulette, faciles. Mais oui, Amar. 2016, Bah, facile. J'ai pas eu de questions faciles. Arrête. Ah, les 3 Pascal qui sont passés par l'OM sérieux. quand même. Ah, c'est pas facile. Oh. Pascal, Bah voilà. J'aurais dit Roger, les trois Rachid, j'aurais trouvé. Encore une victoire de Jean-Yves, on va faire une pause et puis on revient pour le coup de cœur d'Amar et on parlera d'une série Netflix. À tout de suite sur Radio Star. Tous les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Vous êtes toujours sur Radio Star dans Star Foot avec Jean-Yves Capasso, Marc Libra et Amar, dont c'est l'heure du coup de cœur. On a longtemps moqué la Ligue 1, Émilie. Trop fermée, pas assez spectaculaire, incapable de rivaliser avec les mastodontes européens. Et pourtant, cette saison, les chiffres racontent une toute autre histoire. Avec 2,84 buts inscrits en moyenne par match, le championnat français fait mieux que la Première Ligue. Oui, mieux que ce championnat qu'on nous présente depuis des années comme le Graal du football mondial. Alors bien sûr, la Bundesliga reste intouchable avec ses 3,22 buts par rencontre, mais elle traîne aussi à une réputation de défense permissive. La Ligue 1, elle, trouve un équilibre intéressant, du jeu, des occasions et une efficacité offensive qui surprend. Derrière la Liga, plafonne à 2,71, tandis que la Serie A reste fidèle à sa tradition plus verrouillée avec 2,40 buts par match. Mais attention à ne pas s'emballer trop vite, car si la Ligue 1 brille aujourd'hui, elle fait tout de même moins bien que la saison dernière, où on flirtait avec les 3 buts par match, une performance qu'on n'avait plus vue depuis la fin des années 70. Une saison presque historique, portée par des attaques en feu et des matchs souvent débridés. Alors que retenir? Que la Ligue 1 n'a peut-être pas besoin des moyens que ses concurrentes pour exister, moins de recrues à prix d'or, moins de droits télé faramineux, mais un football qui reste vivant, imprévisible et capable de produire du spectacle. En résumé, la Ligue 1 n'est pas parfaite. Elle n'est peut-être pas la plus médiatisée, ni la plus riche, mais elle prouve, chiffre à l'appui, qu'elle peut rivaliser sur le terrain du jeu et du plaisir. Conclusion, et si finalement le football français n'était pas en retard, mais simplement sous-estimé. Merci Amar, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on est un peu plus gâté au niveau du spectacle et des buts. Moi j'aurais juste aimé que cette saison le suspense il dure un petit peu plus longtemps en haut de tableau entre le PSG et Nantes, mais bon tant pis. Lance. Ah oui, Lens, pardon, je sais pas, j'ai parlé de Nantes tout à l'heure. Toi Marc qui écume les terrains de Ligue 1 tous les week-ends, est-ce que tu as vu des beaux matchs, du spectacle? Ça dépend des rencontres, mais en général, je trouve que cette saison, du fait que Paris ne fasse pas la différence très rapidement, comme souvent au mois de décembre, ça a été plus ouvert.
Et Paris jouant sur tous les tableaux, ça a permis à Lens. Mais c'est pas que le championnat soit plus intéressant, c'est que des équipes comme Rennes, comme Lens, comme Monaco, comme même Marseille, comme Lille, qui aujourd'hui sont capables, parce qu'aujourd'hui, bon alors Lens, on se dit peut-être ils vont être deuxième. Il y a encore, par contre, troisième, quatrième, cinquième, aujourd'hui sixième. Nous on ne sait pas. Il reste 33, 34 en multiplex à suivre. On ne sait pas ce qui va se passer. Et pour la descente, allez, ok, Metz c'est réglé. Par contre, Nantes en bat à l'OM. Il faut que ce week-end, Auxerre qui va rencontrer Nice, enfin Nice-Auxerre, voilà. Donc je pense qu'il y a autant de choses en haut qu'en bas qui vont bouger et ça paraît pour moi hyper intéressant. J'arrive, tu regardes d'autres matchs que l'OM, toi, en Ligue 1 ou pas ? Ouais, moi je regarde la Ligue 1. Ouais. Hier, j'ai regardé Lyon-Rennes hier soir. Je me suis régalé d'ailleurs. Beaucoup d'intensité. Après, au-delà des buts marqués, comme disait Amar, je vais rejoindre un peu Marc, c'est sur le fait que voilà, il y a eu une vraie course au titre entre guillemets cette année, même si voilà, on savait que ça allait être compliqué pour Lens. Mais après la course à la Ligue des Champions, ça jusqu'à la dernière journée, ça va être, on ne sait pas qui va y être. La descente, pareil. Donc c'est vrai qu'il y a un combat de partout. Après moi, là où j'aurais aimé que les clubs français soient plus performants, c'est sur la scène européenne. Voilà, par exemple un club comme Lyon, pour moi, ils auraient dû faire au moins une demi-finale d'Europa League. On a Strasbourg et le PSG. Mais voilà, j'aurais aimé voir par exemple Lille aussi aller voir un peu plus loin. L'OM, forcément. C'est quand même beau, c'est rare ce qui arrive là quand même. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on aurait pu mieux faire surtout en Ligue des Champions, en Ligue Europa. C'est vrai qu'on oublie trop Strasbourg. Ils sont éludés par le PSG là. Oui, bien sûr. Non, mais après quand il y a l'Europe derrière, c'est compliqué en championnat. Ils ont encore perdu contre Toulouse là. C'est compliqué. Mais en tout cas, ils sont en demi-finale de Coupe d'Europe. Ouais, la coupe d'Europe des boulangers. Non, c'est pas grave, mais nous on n'y est même pas, Jean-Yves. C'est pour ça que je rigole. On n'y est même pas. Parce qu'on n'y arrive pas des boulangers. Allez, on va faire une petite pause et puis on va revenir dans Star Foot pour la dernière partie. On va parler du docu-série tant attendu sur Netflix. On saura tout du fiasco de Naïsna, le bus, les Bleus en grève. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. La dernière partie de Star Foot avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libran. On va finir cette partie avec une info-série. Ça nous arrive pas souvent. Le 13 mai prochain, on va remuer le couteau dans la plaie de tous les supporters des Bleus qui ont du mal à oublier, qui ont essayé d'oublier. Netflix va sortir la série documentaire sur la grève des Bleus à Naïsna lors de la Coupe du Monde 2010. Ça s'appelle Le bus, les Bleus en grève. Forcément, vous vous en souvenez de cet épisode lunaire à l'époque, cet épisode du but. On va peut-être commencer par toi, Marc. Moi, j'avais arrêté ma carrière, j'étais en plateau, j'ai commenté ce qui s'est passé lors du bus. C'était lunaire. Alors, à l'époque, nous, on a des consultants pour Canal+ qui sont là-bas et on apprend que toi, quoi qu'il arrive, c'est déjà très tendu et que ça va partir dans tous les sens. Bon, ça a explosé à ce moment-là. Mais non, je suis très franc avec vous. Je pense pas que je vais regarder ce genre de choses. C'est écrit, hein, c'est une série, c'est comme un film, donc c'est écrit et souvent Netflix écrit. J'ai pas regardé de docu sur Tapis parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Je te coupe, c'est pas du tout pareil. Tapis, c'était une série qui était scénographie, on va dire. Là, c'est une série documentaire, donc c'est un documentaire avec les vrais personnages qui vont témoigner, des images qui n'ont pas encore été diffusées. C'est pas si écrit que ça. Ouais, mais c'est pas écrit. Est-ce que réellement on va savoir plus que ce qu'on sait déjà? Moi, j'ai un doute. Après, je vais regarder parce que c'est un truc qui nous tient tous un peu en haleine, mais pour en revenir avec un peu de recul maintenant, parce que c'était il y a 16 ans du coup, on a tous eu ce coéquipier qu'on veut pas qu'il nous lâche. Donc je pense que sur le moment, en fait, les joueurs, ils ont pas conscience des proportions que ça va prendre peut-être. Après, je sais pas, hein, mais je pense qu'ils font ça dans un but premier, en solidarité avec Nicolas Anelka, du coup, qui est viré par la fédération, tout ça, soi-disant, parce qu'il aurait parlé mal. Après, on apprend que c'est pas vrai. Mais je pense pas que ce soit une grève de pas, tu vois ce que je veux te dire, de pas s'entraîner. Oui, mais c'est une grève, c'est en solidarité, mais c'est une grève. En soi, c'est plus un acte de solidarité vers un coéquipier qu'une grève à la base. À la base des bases. Après, c'est les médias qui en font une grève parce que ça en devient. Mais de base, je sais pas si tu vois la différence entre le... Oui, bien sûr, non, mais après, t'as pas à faire grève quand tu es joueur de football, tu touches assez d'argent, c'est des conneries. Non, mais ils ont voulu défendre Anelka, mais ils voilà, sont moi, pris. C'est plus ça que je dis, mettre en avant, défendre Anelka plutôt que la grève. Surtout quand c'est ton patron qui lit revendication devant les écrans. C'est un peu n'importe quoi. Après, je les défends pas. Hein. Après, c'est le plus grand scandale du foot français, ça c'est sûr, mais ça va être intéressant d'écouter des mecs comme Evra, des mecs comme Domenech, il y aura Sagna, il y aura Bachot. Alors ouais, au casting, Evra, Domenech, Galas, Sagna, Duverne. Il y a qu'Anelka qui manque à l'appel.
Oui, Estelle À mon avis, Denis, il a pas menacée de mort à l'époque, la pauvre, là, Ouais. il est pour rien. Et Roselyne Bachelot, la ministre des Sports de l'époque. Alors moi j'ai vu des extraits, ils sont là, ils pleurent tous et tout. Robert Duverne aussi. Ouais, Ouais, moi, je me languis de voir Duverne avec ce qui. Ah bah ce qu'il lui il m'a est dit. en larmes hein, pendant tout Ah ouais le temps. Ouais. Il jette le chrono ou pas? Peut-être à la fin de Ça lui a un petit peu bousillé la carrière. Mais bon, après, moi, je pars du principe où c'est le plus grand scandale et tout. Et puis, j'ai envie de savoir des choses. Si on va apprendre des Moi, choses. j'ai envie de savoir. Ouais. Voilà, mais à mon avis, il y aura des choses. Il y a des langues ils vont réussir à tirer des petits trucs. Et ça va être toujours intéressant pour le suspense aussi. Marc, tu avais commenté ce passage-là en direct à l'époque ou pas du tout? Moi, je le vis en direct, nous on le commente en direct, donc on est un petit peu abasourdi, mais après on sait les tenants, les aboutissants, puis on sait très vite qu'il y a un putsch qui va être fait par rapport à Domenech, parce qu'il incrimine certains joueurs. Il y a les choix de Domenech qui ont été mis aussi en place, de ne pas prendre certains joueurs avant cette Coupe du Monde, donc il y avait une tension énormissime. Et en fait, c'était presque prévisible. Moi, je pense, ça m'étonnerait que j'apprenne quelque chose. Et les joueurs qui vont parler, ils vont nous raconter quoi? S'il y en a un qui doit parler, c'est Nico Anelka, mais on sait déjà ce qui s'est passé, on sait déjà qu'il n'a pas dit de gros mots. La presse en avait fait les choucrois à l'époque, alors c'était pas le cas. Donc vraiment, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et entre guillemets, on sait presque, quand on est dedans, on sait presque tout ce qui s'est passé à l'époque. Donc on va voir si ces personnes-là, comme Domenech, vont raconter la vraie histoire. On va voir, on va découvrir des choses. Peut-être, mais ça m'étonnerait. Vous voyez, mais bon, je serai pas devant la télé, c'est prêt pour regarder ce documentaire. Il y avait quand même eu un happy end, Raymond Domenech qui demande Estelle Denis en mariage. Ouais, mais beau aussi, ça. en fait, tout ça, c'est pour moi à l'époque, pendant que ça se passait, je pense que Marc va être d'accord avec moi, même Jean-Yves, c'était pour cacher les résultats aussi de l'équipe de France parce que c'était catastrophique. Ouais, Ça, on n'en parle jamais. En 2010, on parle que de Naïsna. C'est vrai. On parle pas de l'équipe de France qui a rien gagné, qui c'était minable. Ça, on n'en parlait pas. Ouais, je suis d'accord. C'est clair. Merci les garçons, c'est déjà la fin de cette émission. Passez une belle soirée. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée à tous. Salut à tous. On a parlé de la défaite à Nantes, du rêve brisé d'Abby Bay ou encore du cas Mason Greenwood. Vous avez le podcast sur radiostarsud.fr. Demain, c'est Bonjour le Sud dès 6h avec Fanny et Emmanuel. On vous souhaite une belle soirée sur Radio Star.